Sup les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Hell in a Cell 2020, le dernier pay-per-view de la WWE. Et en même temps je vous ferai un petit récapitulatif du dernier Raw qui a eu lieu après Hell in a Cell. Vous êtes prêts? Que le show commence. Alors Hell in a Cell, j'étais hypé que pour 3 matchs, il y a 3 Hell in a Cell matchs et je vous cache pas que ça a été le cas. Déjà en plus, on nous annonce qu'il n'y avait pas de kick-off juste à la dernière minute où on a eu voilà le kick-off entre Drew Gulak et R-Truth où on voit voilà une petite caricature voilà où on a Drew Gulak qui se moque de R-Truth avec Hit Jimmy et tout, mais ça me fait mal au cœur de voir que Drew Gulak est un excellent technicien qui a quand même eu une rivalité face à Daniel Bryan quand même en début d'année pardon. Il y a eu une opportunité face à AJ Styles pour le titre intercontinental et là tu recales au niveau du titre 24/7. C'est tout simplement zéro respect pour Drew Gulak, mais le match est assez correct, plus basé sur l'humour parce qu'on a R-Truth d'un côté qui fait honneur à son héros de l'enfant John Cena avec son petit ses 2 coups de bélier, Sharp Powerbomb, 5 Knuckle Shuffle et victoire de R-Truth voilà du catch traditionnel. Je vais mettre un petit 5 sur 10, voilà, c'est un kick-off, donc c'était juste voilà de nous faire patienter, sachant que ce coup-ci, le kick-off était à 23h. Mais franchement, bah, je me suis dit, que va être la suite pour Hell in a Cell? Et là, on passe à la carte principale où on a, voilà, Rétribution qui lance un challenge, voilà, au Earth Business en disant que voilà, Earth Business, vous choisissez votre gars, mais aussi vous choisissez notre gars. Comme ça, tu fais, attends, Mustafa Ali, c'est pas trop top parce que là, Earth Business, ils sont pas débiles. Les mecs, ils vont choisir leur combattant le plus puissant et ils vont te mettre un jobber. À moins que Rétribution a peut-être une idée derrière la tête. Je sais pas. Et donc là, on passe au premier match. Et comme on sait, on a 3 Hell in a Cell. Donc WWE avait vraiment tenté voilà, de placer les 3 Hell in a Cell sur les points stratégiques. Donc moi, comme je dis, point stratégique, c'est au début, au milieu et en main event. Et comme on sait, il y avait beaucoup de rumeurs qui couraient à la base sur un main event entre Bayley et Sasha Banks. Mais qu'à la dernière minute, ils nous ont mis Drew McIntyre contre Randy Orton. On n'avait que 2 possibilités, soit Bayley Sasha Banks ou Roman Reigns Jey Uso. Et au final, ça a été Roman Reigns face à Jey Uso, le I Quit Hell in a Cell match. Bah, je vous cache pas, franchement, le match est excellent, je cache pas. Mais, t'aurais retiré, il y a cage, t'aurais rien changé. Parce qu'au final, il n'y a eu vraiment aucune stipulation du Hell in a Cell qui a été utilisée. Il n'y a pas eu vraiment d'armes qui ont été utilisées. C'était vraiment plus une guerre psychologique marquée de beaucoup de temps d'arrêt. Quand on voyait que Roman Reigns faisait vraiment son jeu de morale en disant voilà, à Jey Uso, tu n'avais qu'une chose à faire, c'est dire I quit, me reconnaître en tant que chef de tribu, mais t'as pas voulu. T'assumes tes conneries. Et franchement, le match, j'ai bien aimé. Bien qu'au début, que voilà, Roman Reigns domine largement, Jey Uso s'est remis et il a commencé, voilà, à avoir un petit moment où il va commencer à dominer, une petite heure d'espoir. Bien qu'on savait que Jey Uso allait pas remporter le match, mais il fallait quand même pas passer Roman Reigns vraiment comme le monstre, un Brock Lesnar, quoi. Donc au final, et à un moment donné, bah, on a les officiels qui veulent arrêter le match. C'est un I quit match. Faut pas arrêter le match. Déjà, même à un moment avant que les officiels arrivent, le match est transformé en strap match et on voit que Jey Uso est en train d'étrangler Roman Reigns. Donc Roman Reigns tombe dans les pommes. Donc comment tu peux faire tomber quelqu'un dans les pommes alors que tu es censé faire dire I quit à ton adversaire? Mais au final, voilà, Roman Reigns, il en a rien à foutre. Il rappelle aux officiels, voilà, mais mon gars, tu peux pas interrompre le match. Il a pas dit I quit. Il m'a pas reconnu en tant que chef de tribu. Donc au final, le match continue et on a le frangin. On a Jimmy Uso qui arrive, qui tente de raisonner Roman Reigns en lui disant regarde ce que tu as fait. C'est ton cousin, c'est ton sang, c'est ta famille. Reviens. Donc un peu à la Star Wars d'ailleurs qui avait eu lieu ce dimanche en disant voilà Roman, t'as passé du côté obscur mais il y a encore du bon en toi, reviens vers la lumière, reviens vers ta famille. Donc on voit que Roman Reigns il faut en larmes, donc on se dit ouais il va peut-être revenir, mais en fait non, il défonce Jimmy Uso et au final Jey n'a pas d'autre choix que de dire I quit pour sauver son frère. Donc nous toujours champion universel Roman Reigns. Et franchement, c'est un match que j'ai très bien aimé. Un très bon opener, un très beau 9 sur 10. Et je cache pas
que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu de High Quit match, car le dernier High Quit match, c'était Rusev contre John Cena pour le titre des États-Unis lors de Payback 2015, donc ce qui date quand même d'il y a plus de 5 ans. Et tu vois, et après match où tu as le papa et l'oncle de Roman Reigns, donc grosso modo, il est patriarche de la tribu, donc qui est chef de tribu actuelle, qui au final accepte Roman Reigns comme étant leur successeur et qui donne le collier de chef de tribu. Et franchement, je suis assez curieux de voir à SmackDown ce qui va se passer, parce qu'on voit un petit peu que les Usos sont un peu exclus de la famille. Mais est-ce que la rivalité va continuer? Est-ce que ça va être maintenant Jimmy qui va aller taper Roman Reigns, ou tout simplement ils vont construire un nouveau challenger pour Roman Reigns du côté de SmackDown? Pourquoi pas un Roman Reigns Seth Rollins? Bon, on passe maintenant d'un opener qui a duré 30 bonnes minutes à un match qui franchement ne me faisait pas hyper, Jeff Hardy contre Elias. Et le match a duré même pas 10 minutes, à quel point que même Jeff Hardy, il s'en foutait du match, parce qu'au final, on va juste parler de la fin de match, où Elias a voulu frapper Jeff Hardy avec sa guitare, mais Jeff Hardy il a vu venir, il a pris la guitare, et il a tapé Elias. Donc au final, disqualification de Jeff Hardy, victoire d'Elias. Et au final, je vais mettre un 5 sur 10, parce que je kiffe quand même Jeff Hardy. Mais c'est vrai que c'est un manque de respect total, que ce soit pour les deux catcheurs, parce que Elias revient, donc ça aurait été peut-être plus simple de lui donner une victoire clean, parce qu'on voit vraiment que Jeff Hardy, il en a rien à foutre de cette rivalité, quoi. On le voit. Il dit, moi, j'ai plus rien à me reprocher, voilà. J'ai prouvé que c'était pas moi qui étais responsable de ta blessure, je passe à autre chose. Et au final, il est finalement passé à autre chose du côté de War, parce que sur Survivor Series, c'est dans un mois, mais Survivor Series, ils ont déjà commencé. Très très bien. Et on passe au match de la mallette. Otis contre The Miz pour la mallette. Et à noter bien sûr que les deux parties ne sont pas tout seuls, parce qu'on a Tucker et John Morrison qui sont aux abords du ring. Et vraiment c'était un match qui m'a pas hypé du tout, parce que voilà, on voyait que durant le match John Morrison allait intervenir pour aider son pote, mais à un moment donné l'arbitre a vu Morrison vouloir intervenir avec la mallette, donc Morrison, tu dégages. Donc au final on se dit, bon, il y a Tucker, mais Tucker, est-ce qu'il va aider Otis, ou il va tout simplement se débarrasser du Miz une bonne fois pour toutes? Donc on savait pas, mais bon, moi personnellement je ne cachais pas, je me suis dit, il turn de Tucker, on a FR. Et au final, à un moment donné, l'arbitre, voilà, il distraite, Tucker tape Otis avec la mallette. Avec la mallette. Donc on a un hit turn de Tucker qui aide The Miz à remporter le match et devenir le nouveau Mr. Money in the Bank. Et donc au final, juste après le match, on a une interview où Tucker explique pourquoi il a attaqué Otis. Il explique que voilà, il s'est donné corps et âme pour l'équipe, que tout était venu de lui, tous ses efforts c'était lui, mais qu'au final il n'était pas reconnu à sa juste valeur, et au final c'était Otis qui était mis en avant dans l'équipe. C'est lui qui taille à Money in the Bank décrocher la mallette, alors que ça aurait pu être Tucker. Donc au final on voit que WWE nous tease une rivalité entre Otis et Tucker, mais il y a un problème. Otis est à Raw, est à SmackDown, Tucker est à Raw. Et WWE, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des transferts en interne, parce qu'on nous a annoncé sur les réseaux sociaux que Tucker est passé de Raw à SmackDown. Donc on voit vraiment que cette rivalité WWE, ils savent pas quoi en faire. Mais après, le fait de voir The Miz, Mr. Money in the Bank, c'est un peu plus crédible qu'Otis. Ça, je cache pas. Mais est-ce que The Miz va réussir à cash in sa mallette comme il l'a fait il y a quelques années sur un certain champion de la WWE que on verra en main event? Là, dans le match Otis et The Miz, bof, mettre un petit 6 sur 10, voilà, parce que ça fait du bien d'avoir un nouveau Mr. Money in the Bank assez crédible, sachant que The Miz, j'ai regardé ses statistiques, il n'a pas remporté un match en solo depuis le début d'année. C'était contre Kofi Kingston. Donc un gars qui est pas crédible contre un gars qui perd tout le temps, et le choix est vite fait. Donc là, on passe au deuxième match Hell in a Cell, celui qui me faisait le plus hyper et pour moi personnellement que j'ai préféré, le Hell in a Cell féminin entre Bayley et Sasha Banks. Et là, on voit vraiment déjà rien qu'au tenue, on sait qui a Babyface, qui a heel. Sasha Banks Babyface, Bayley, il y a heel. Et franchement, le match, j'ai surkiffé. Vraiment, ils ont utilisé la stipulation Hell in a Cell vraiment d'une manière excellente, avec Bayley, voilà, qui vient avec sa nouvelle meilleure amie, Chase.
celle qui a créé cette rivalité. Mais Bayley n'a pas eu l'occasion de s'en servir dès le début parce que Sasha Banks s'en débarrasse. Et le match est génial. Des utilisations de kendo stick. D'ailleurs, WWE, vous avez pris un abonnement chez kendo stick parce que putain, elles en ont utilisé pas mal. Mais on voit que le seul point que j'ai pas du tout aimé dans ce match, c'est à un moment donné où Bayley est sorti du ring pour faire un peu une construction, voilà, avec des kendo sticks qui n'a vraiment pas fonctionné. Donc vraiment construction made in China quoi. Enfin bref. Donc mais sinon le match est excellent. Bayley qui parvient donc à utiliser, récupérer sa chaise, qui veut l'utiliser, mais Sasha Banks parvient à utiliser cette chaise en portant un Banks Statement qui pousse Bayley à l'abandon. Disons Bayley, tu devrais mieux choisir tes meilleurs amis parce que t'as eu Sasha Banks, là maintenant c'est plus ta meilleure amie et la chaise vient de te coûter ton titre. Et donc au final on a Sasha Banks, nouvelle championne, qui détrône Bayley après un règne légendaire de 380 jours de règne, plus d'1 an. Et franchement, je dis champion à Bayley, champion à Sasha Banks qui nous ont très très bien divertis. Et pour cela, je leur accorde une très bonne note de 9 sur 10, mais vraiment un 9 très mérité. Vous pouvez dire oui, il méritait un 10 sur 10, mais moi personnellement, il faut vraiment des bons trucs, d'autres éléments plus importants pour que ça mérite un 9 sur 10, un 10 sur 10, mais c'est quand même un 9 sur 10 très très fort. Et franchement, je suis assez curieux de voir la suite, parce que pour moi personnellement, cette rivalité, elle ne fait que commencer. Parce que du côté SmackDown, qu'est-ce que tu as? Bianca Belair, c'est la seule qui peut rivaliser avec Bayley ou Sasha Banks. Il n'y en a aucune. Et là, je pense que Bayley va jouer sur une carte que Sasha Banks n'arrive pas à conserver, c'est-à-dire ses premières défenses de titre. Donc je suis assez curieux de voir ça. Bayley qui va redemander peut-être un match revanche et qui va sortir à Sasha Banks. Ouais, mais t'as été championne plusieurs fois, t'as jamais conservé ta ceinture à chaque fois. Franchement, je suis très très curieux de regarder SmackDown et voir qu'est-ce qu'il prépare pour ces deux catcheuses. Bon, maintenant, on passe au match du Hurt Business contre Rétribution. La décision du Hurt Business. Bon, fallait pas s'en douter. Les Hurt Business vont choisir qui? Le plus puissant. Ils vont choisir Bobby Lashley. Et du côté de Rétribution, les Hurt Business choisit Sam Jack. Ouais. Tu regardes le physique du mec, c'est plus un jobber qu'autre chose. Et à quel point que Hurt Business sont tellement sûrs de la victoire de Bobby Lashley, Bobby Lashley remet son titre des États-Unis en jeu. Et donc, on a le match. Et franchement, Sam Jack, voilà, s'en est un petit peu tiré, a mis peut-être un petit peu de difficulté à Bobby Lashley. Mais ça n'a pas empêché Bobby Lashley de remporter le match avec sa full Nelson. Et tu regardes que juste après, tu as les autres membres de Rétribution qui viennent attaquer Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley, voilà, ils ont construit beaucoup trop fort. Au final, Bobby Lashley, 4 contre 1, il y en a rien à foutre. Il les défonce tous. À quel point que Mustafa Ali prend la fuite en chiant dans son ben carrément. Malheureusement, ce match, je vais mettre un 4 sur 10 parce que j'en ai marre de cette rivalité. Rétribution, c'est le projet mort. Parce que quand on voit que en même temps de Rétribution, ils nous ont fait Round Dogg n'existe plus. Rétribution, c'est pareil. Il faut cesser. Et quand tu regardes Kawa, donc là, je vous fais une petite résumé de Raw, Rétribution et Hurt Business se sont affrontés dans un match à 4 contre 4 à élimination. Et au final, c'est Hurt Business qui ont gagné. Donc au final, Rétribution est à 4 matchs, 4 défaites. Bon, franchement, faut arrêter. Le fait d'avoir mis Mustafa Ali, bon, ça pouvait mettre un tout petit peu de sens, mais au final, ça n'a rien servi. Alors que t'en as des membres de Rétribution qui, en solo, pourraient très bien fonctionner, comme Dominic Dijakovic ou encore Mia Yim. Mais au final, c'est zéro respect pour les membres de Rétribution. On passe au main event de la soirée. Randy Orton face à Drew McIntyre pour le titre de champion de la WWE. Et dès le début, Randy Orton qui fait son petit filou qui se déguise en caméraman. Mais Drew McIntyre, il est vigilant, il connaît Orton, il a des yeux derrière la tête, et ça n'empêche pas Drew McIntyre de répondre à Randy Orton. Ils se battent 2 petites minutes en dehors de la cage, et dès qu'ils sont dans la cage, le match commence. Et franchement, le match, c'est du vintage, parce qu'on voit quand Orton y est lancé, c'est du catch lent, on est habitué à Orton. Mais à un moment, j'ai pas compris, Orton domine le match, il porte son DDT de la 2e corde à Drew McIntyre, et il veut se barrer, j'ai pas compris. Tu domines le match et tu te casses. Alors à quoi ça sert Randy Orton d'avoir un match de championnat si au moment où tu domines, tu décides de te casser?
Mais au final, bah, Drew McIntyre, c'est un combattant. Il dit non, 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 on a voulu ce match, on le finit. Et le match continue. Et on a voilà une petite session d'escalade en dehors au-dessus de la cage où Randy Orton voilà, monte au sommet de la cage. Drew McIntyre le suit. Mais Randy Orton avait prévu son coup car on voit une sorte de barre de rouge. Voilà, Randy Orton est armé. Mais ça n'empêche pas Drew McIntyre de dominer. Mais au moment où ils descendent, parce que c'est bien, faut monter de la cage, mais il faut redescendre, bah Randy Orton parvient à faire passer Drew McIntyre à travers la table des commentateurs. Et ça a été le tournant du match. Donc voilà, le temps qu'il faut pour retourner dans le ring, parce que oui, c'est un Hell in a Cell, le tombé ou la soumission se fait dans le ring, tu fais pas n'importe où. Et au final, bah Drew McIntyre parvient à revenir, il porte Claymore Kick qui défonce carrément Randy Orton, mais Orton intelligemment roule à l'extérieur dans le but de récupérer un petit peu. Et la fin de match, c'est souvent ça, c'est il pète un coup, 2 minutes d'attente, etc. Parce qu'il y a un moment où voilà, Drew McIntyre veut porter son deuxième Claymore Kick pour en finir, il attend 2 minutes. Et ça a permis à Randy Orton de contrer Claymore Kick pour un RKO pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et nouveau champion de la WWE, Randy Orton, qui devient pour la 14e fois champion de la WWE. Et je tiens à rappeler, petit moment flashback, on a The Miz, Mr. Money in the Bank. Il y a 10 ans, The Miz a encaissé sa mallette sur Randy Orton. Le Miz nous l'a bien rappelé sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait des petites recherches. Le Miz, quand il a encaissé sa mallette, c'était le 23 novembre 2010 sur Randy Orton. Et c'était au Huawei Center. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a autour du 23 novembre? Nous avons les Survivor Series. Donc, qui nous dit que le Miz va pas cacher sa mallette sur Randy Orton? Et franchement, j'ai qu'un mot à dire sur le règne de Drew McIntyre. Il est excellent. Je n'ai rien d'autre à dire sur son règne. Il était super. WWE nous l'a très bien construit en tant que gros main eventer. Et j'espère sincèrement que suite à la perte de son titre, Drew McIntyre ne soit pas recaillé en milieu de carte ou voire même en tant que bas de carte. Et j'espère sincèrement pas. Parce que si on suit les rumeurs, WWE devrait redonner le titre à Drew McIntyre le jour où cette crise sanitaire devrait cesser. Donc on ne sait pas quand. Pour que Drew McIntyre ait le moment qu'il n'a pas eu à WrestleMania avec les fans. Donc je suis assez curieux de voir ça. Et franchement pour ce match, bien qu'il y a eu des temps de pause, c'était quand même un excellent match. Je mets un très bon 9 sur 10. Et franchement, je suis curieux de voir ça parce que on a les Survivor Series et j'ai regardé Monday Night Raw et je vous cache pas, bah ils ont fait très vite parce que on nous a annoncé, voilà, on sait que ça va être sur le thème des 30 ans de The Undertaker. Donc on sait pas ce qui va se passer. Est-ce que Undertaker va juste faire une apparition et parer ou ce dernier aura un match? Franchement, si je devais choisir, je choisirais première option parce que je ne vois pas Undertaker catcher à l'heure actuelle. Donc ce serait bien voilà, qu'il y ait son petit moment avec les fans qui viennent causer. Et bien sûr, qui dit Survivor Series, qui dit Raw contre SmackDown. Parce que je mets pas NXT parce qu'on n'a aucune information. On ne sait pas si NXT sera de la partie. Mais on vous a annoncé à Monday Night Raw que tous les champions s'affronteront. Donc on a déjà, par exemple, Sasha Banks contre Asuka, on a Street Profits contre New Day, on a Bobby Lashley contre Sami Zayn et on a Randy Orton contre Roman Reigns. Donc franchement, quand on regarde sur papier, les matchs qui sont annoncés sont tout simplement géniaux. Et comme par hasard, durant tout Monday Night Raw, on a eu des matchs de qualification pour les matchs traditionnels des Survivor Series à 5 contre 5. Mais à ma connaissance, tu choisis tes équipiers, c'est pas ils doivent se qualifier. Et pour moi, j'ai pas trop aimé ce moment-là parce que voilà, être obligé de se qualifier et au final, tu vas te retrouver avec des équipes qui sont un peu farfelues parce qu'on a du côté de Raw, on a déjà 3 participants dans le match 5 contre 5 masculin. On a AJ Styles qui a battu Jeff Hardy, on a Kissy qui a battu Elias et on a Sheamus qui a battu Matt Riddle. Tu regardes l'équipe, tu fais ouais, c'est pas fun, mais du côté des femmes, c'est encore pire. On a eu un Fatal 4-Way pour désigner une première participante dans ce match traditionnel. Et bah c'est Anna. C'est Anna qui a remporté le match face à Lacey Evans, Peyton Royce.
Nikki Cross, c'est comme ça, tu fais mais zéro respect pour les autres catcheuses, quoi. Mais ça n'a pas empêché Anna de se reprendre encore un Samoan Drop à travers une tape par Nia Jax. Donc franchement, et en parlant de Nia Jax, on n'a aucune information pour les titres par équipe de la WWE. Est-ce que WWE vont nous faire un match avec une autre équipe du côté de SmackDown? Parce qu'il faut pas oublier que Nia Jax et Shayna Baszler sont d'abord des catcheuses de Raw. Donc on pourrait peut-être avoir une équipe du côté de Raw, de SmackDown. Donc, je suis assez curieux. Mais franchement, on n'a aucune information sur l'intégration de NXT lors de ce pay-per-view. Après, reste à voir la suite des événements. Et franchement, je suis très très curieux de voir SmackDown, de voir comment ça peut se passer. Et j'ai oublié de parler. Et Drew McIntyre, lui, il n'en a pas fini. Parce qu'on le voit à la fin de Raw où Drew McIntyre, voilà, déjà d'une se tape avec Miz, mais il est présent lors du Main Event of the Beast et il se tape face à Randy Orton. Donc est-ce qu'on va avoir un match revanche? Et on voit que The Fiend commence à être de plus en plus intéressé par le titre de la WWE de Randy Orton. Et franchement, je suis très très curieux de voir ça. The Fiend face à Randy Orton pour le titre de la WWE. WWE, vous faites ça, j'achète le match. Et je suis curieux aussi d'attendre SmackDown pour voir la réponse au Survivor Series et qu'est-ce qui va se passer pour Roman Reigns. Est-ce que Roman Reigns, voilà, en tant que chef de tribu, va vraiment mettre ses menaces à exécution et exclure les Usos de la famille, ou ce dernier va leur laisser une petite chance de se racheter. Donc voilà, cette review de Hell in a Cell et de Raw sont officiellement terminées. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, lâchez le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et abonnez-vous. Et activez la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et en attendant la review de SmackDown, soyez tous très très fiers d'être fans de catch. Et à suite au prochain épisode, c'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.